donc on démarre. À la grâce du bon Dieu. Alors, donc d'abord, merci Saïd Chlaibi, merci aux collègues qui ont pensé m'inviter à un webinaire non psychiatrique. Ça me permet de renouer avec, de reprendre contact à travers le web avec de nombreux amis parmi les cardiologues. Donc, on m'a posé une question, disons, particulière. Est-ce que le cardiologue peut traiter une dépression? Alors, que répondre à cela? Sinon, à travers, disons, le fait de partager quelques réflexions. Ça m'a amené à réfléchir sur la question. Et donc, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est le fruit d'une réflexion donc, que j'ai souhaité partager avec vous autour de cet aspect de la dépression qui a lien avec la cardiologie. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, quelles sont les plaintes que l'on retrouve auprès du cardiologue? Les plaintes auprès du cardiologue, c'est ni plus ni moins. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, qu'est-ce que reçoit le cardiologue? Qu'est-ce qu'on vient lui dire? On lui dit, docteur, j'ai mal au cœur, mon cœur bat la chamade, je suis essoufflé, je suis fatigué, j'ai du mal à respirer, je ne suis pas bien, mon cœur est faible. C'est toutes des demandes qui sont faites au cardiologue en première intention, parce qu'évidemment, le point d'ancrage de la souffrance, elle est au niveau de la région du cœur. Et que fait le cardiologue? Il faut un bon cardiologue, un bon clinicien, il fait son bilan, il fait ses examens, et le constat est donné au malade à qui on dit « Madame, monsieur, vous n'avez rien, votre cœur est celui d'un jeune de 25 ans malgré vos 55 ans, ne vous inquiétez pas, ce sont vos nerfs, vous avez une petite déprime, ça va passer. » Donc, on soulage le patient d'une grosse angoisse. Mais, est-ce que soulager le patient d'une grosse angoisse, est-ce que ce n'est pas aussi ne pas avoir pris le temps de constater l'existence d'une dépression qui est sous-jacente ou peut-être même d'une vraie dépression à laquelle nous n'avons pas fait attention? C'est tout le deal de cette présentation d'aujourd'hui. Alors, donc, parce que justement, la dépression existe et de quelle manière? Je vais vous donner des chiffres qui refroidissent, si je puis dire. Vous savez que la dépression, elle est au deuxième rang en termes de prévalence mondiale pour les catégories de 15 à 44 ans. C'est énorme. Et elle est source, c'est l'unique maladie à amener autant de taux de suicide. Il y a 800 000 morts par suicide par an. Chaque année, 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. Et 75% d'entre eux n'ont pas accès au traitement. On a tous une chance, on a 25% de chance d'avoir un syndrome dépressif franc, majeur dans notre vie, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc, n'oublions pas que la dépression est parmi nous, qu'elle est là, qu'elle guette tout le monde. Donc, sans avoir d'angoisse par rapport à elle, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, donc, pour ne pas l'oublier, encore faut-il savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'un syndrome dépressif? Alors, un syndrome dépressif, je vais essayer de vous rappeler un certain nombre de choses. Vous savez, d'abord, c'est quelque chose qui atteint la psyché. Alors, c'est quoi la psyché? La psyché, c'est cet espace qu'il y a en nous dans lequel s'exprime tout ce qui est conscient, tout ce qui n'est pas conscient. Ce qui est conscient, c'est une toute petite partie. C'est pour ça que j'ai mis cette image. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui est conscient, mais l'essentiel de notre fonctionnement est inconscient, en particulier quand ça touche à nos émotions, à nos affects, etc. Donc, c'est ce qui fait, cette psyché, c'est ce qui constitue en fait notre individualité. Donc, c'est important de savoir qu'il y a ces deux parties qui existent, qu'on le veuille ou pas. Et dans ces parties, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des registres dans le côté inconscient de notre fonctionnement, simplement pour la compréhension, pour les cardiologues que vous êtes, parce que vous êtes beaucoup plus dans les machines, l'organique et tout cela. Donc, j'ai pensé donner cette métaphore des registres de fonctionnement. C'est comme s'il y avait des logiciels en fait à l'intérieur de nous qui gèrent tout notre fonctionnement automatique, tout ce qui est en particulier nos états d'âme, nos états émotionnels. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on réfléchit, ça se fait tout seul, mais quand ça se fait tout seul, ça ne se fait pas n'importe comment. Et il y a donc une infinité, j'oserais dire, de registres, dont les plus importants sont par exemple celui des affects et celui des émotions. Et celui des affects, il peut être atteint, c'est comme un logiciel qui dysfonctionne et qui amène des affects qui ne sont pas adaptés à la situation. La personne ne doit pas être triste et elle va être triste parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une maladie qui a atteint ce registre, c'est comme un virus qui l'avait atteint et qui amène des affects tout à fait inadaptés, en particulier ceux qui sont de tonalité désagréable. Et donc, les symptômes peuvent apparaître. Et ces symptômes, il y a les symptômes classiques que l'on connaît de la dépression majeure
qui sont des symptômes qui sont persistants et critiques. Persistants et critiques, ça veut dire qu'ils durent un moment en tant que persistants et ils sont critiques. C'est une crise dépressive par laquelle passe l'individu. C'est celle que l'on connaît sous le terme de syndrome dépressif majeur et qui est connu, comme tout le monde connaît, c'est la tristesse, c'est la diminution de l'intérêt, c'est la perte ou la prise de poids, c'est le trouble du sommeil, c'est la fatigue, le ralentissement psychomoteur, les idées de dévalorisation, les cognitions qui sont moins bonnes, les idées noires, etc. Donc, ce sont des symptômes psychiques de la dépression. Mais il n'y a pas que les syndromes psychiques, il y a aussi des syndromes que j'ai appelés non spécifiques, c'est tout la symptomatologie somatique, donc psychosomatique, les troubles cardiovasculaires, respiratoires, urologiques, toute la panoplie de symptômes physiques qui peuvent s'exprimer, quelque peu exprimer, qui peuvent constituer l'expression d'un syndrome dépressif sous-jacent. Et alors, donc voilà, donc ceci pour dire quelle est la pathologie dépressive qui est, elle, qui dure dans le temps et qui s'exprime, qui existe dans la vie de l'individu sous forme de crise. Et il y a des états dépressifs autres, les états dépressifs comme ce qu'on appelle communément la déprime. C'est quand on se réveille déprimé, on est triste, on est morose, on est cafardeux, on est endormi, on est d'humeur noire, maussade, on n'est pas bien. Ceci, ça arrive à tout le monde. La particularité, c'est que c'est un état qui est ponctuel, qui est lié à des problèmes, à des choses qui se passent à l'intérieur de nous, peut-être à des maladies qui sont là, mais c'est un état qui n'affecte pas outre mesure l'individu et qui est donc toujours passager, qui ne dure pas dans le temps, d'où le fait que je l'ai spécifié. Et il n'y a pas que les déprimes, il y a aussi un autre état de l'autre côté, donc, qui est ce qu'on appelle la dysthymie, qui est en fait qui est quelque chose de chronique. Ce sont des gens que l'on connaît qui sont tout le temps avec une tristesse de fond, et ils ont une vision négative du monde qui les entoure, de l'avenir. Ils ne sont pas bien, durablement bien. Pour eux, tout est compliqué, tout est difficile. Ils n'ont aucun plaisir dans la vie. Ils ont du mal à goûter au plaisir de la vie. Et c'est des choses qui durent pendant souvent des années. Donc, c'est quelque chose qui est inscrit dans le fonctionnement. En train de dire, c'est que donc j'étais en train de décrire un petit peu ce qu'étaient les états dépressifs, qui durent dans le temps, qui ne durent pas dans le temps. Et est-ce qu'ils sont inscrits dans le fonctionnement normal de l'individu ou pas? Alors, donc voilà, donc les états dépressifs, maintenant on sait ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces états dépressifs? Il y a ce qu'on appelle la neurobiologie de la dépression, donc on est en train de beaucoup en parler actuellement. Donc, c'est la fameuse théorie des monoamines cérébrales qui disent qu'il y a des monoamines qui sont diminuées dans les états dépressifs, en particulier une dont tout le monde parle, c'est la sérotonine, et c'est ce qui explique le fait qu'on agisse avec des médicaments. Mais il n'y a pas que cet aspect de la neurobiologie, il y a aussi, on est en train de travailler beaucoup sur d'autres éléments, en particulier ce qu'on appelle la neuroplasticité de la dépression, parce que vous savez que notre cerveau, il est en interaction en permanence avec ce qui nous environne, avec nos expériences affectives, psychiques et cognitives, et tout cela modifie le cerveau en permanence dans cette interaction, modifie la quantité de synapses et modifie donc ce qu'il est, même physiquement, on le sait. Et il y a dans la dépression quelque chose qui est altéré à ce niveau. Il y a une baisse de cette capacité à s'adapter, à se développer, qui est particulière. On la voit avec ce qu'on a actuellement comme possibilité, et ça se situe au niveau de l'hippocampe, de l'amygdale, du cortex singulaire antérieur. Donc ceci simplement pour donner du sens à ce dans quoi vont actuellement les neurosciences. C'est intéressant de le savoir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a cet aspect biologique, donc on sait à peu près comment ça fonctionne, mais on n'en sait pas beaucoup, mais on sait globalement comment ça fonctionne. Et il y a également les explications qui sont les explications psychodynamiques. Alors, et ça, c'est le père Freud, n'est-ce pas, comme on l'appelle, qui disait que la dépression que l'on connaît est une forme à minima de mélancolie. La mélancolie, elle est liée à la perte. Donc, il y a à l'intérieur de nous, si vous voulez, les stigmates, ce qui reste de ce que nous avons pu vivre comme deuil, parce qu'on a toujours des deuils. Le deuil, c'est pas la mort, c'est quand on se détache de quelqu'un. Et quand ça s'est mal inscrit à l'intérieur de nous, on peut tout à fait refaire en certains moments de notre vie. C'est une fragilité qui peut déterminer l'apparition en des moments particuliers de notre vie de syndrome dépressif. Donc c'est pour ça que Freud disait que la dépression, c'est une forme de petite mélancolie selon la manière avec laquelle lui la voit. Donc on a compris ce qu'est la dépression, on a compris ce que sont les fondements biologiques et psychodynamiques de la dépression. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quel lien entre le syndrome dépressif et les maladies cardiovasculaires. Alors, il y a des chiffres. Je crois que les chiffres parlent mieux que tout. Alors, pour dire que, par exemple, que la survenue d'une maladie coronarienne, elle est 64% plus fréquente chez les déprimés que chez les non-déprimés. Alors que c'était des patients qui ne présentaient pas de maladie coronarienne au début du suivi. 64%.
plus fréquentes. La dépression, elle est associée à un risque augmenté de 25 à 50% de survenue d'un AVC et elle augmente significativement la mortalité après les AVC. Un autre élément qui est très parlant, c'est que durant les 18 mois suivant un infarctus du myocarde, la mortalité cardiaque elle est 3 à 4 fois plus élevée chez les patients déprimés par rapport aux non déprimés, et indépendamment des autres facteurs de risque, ce qui est énorme. Donc, est-ce qu'il y a manifestement un effet direct de la dépression pour la survenue de complications cardiovasculaires? C'est quand même extraordinaire. Alors, on a essayé de comprendre le pourquoi. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, parce qu'il y a des explications physiopathologiques. D'abord, on sait maintenant que la dépression, elle provoque une perturbation du système nerveux autonome. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène une variabilité du QT et une variabilité donc du rythme cardiaque. Elle augmente aussi les cytokines de l'inflammation et donc ça va faire progresser l'athérosclérose et elle va activer les plaquettes avec donc la formation accrue de caillots. Il y a 5 éléments. Et le 4e élément, c'est une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc augmentation du cortisol et possibilité d'augmentation de la tension artérielle avec tachycardie et accroissement, là aussi, l'athérosclérose. Et enfin, elle affaiblit le système immunitaire, d'où une grande vulnérabilité aux bactéries et aux virus. Ceci d'un point de vue physiopathologique, mais psychopathologique. On est en train de parler de psychiatrie, de psychologie et de psyché. Donc, au niveau psychopathologique, la dépression, elle entraîne elle-même une réduction de la capacité à prendre des décisions judicieuses. On ne sait plus, yes, no, oui ou non, est-ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a une baisse importante de la motivation pour appliquer les recommandations sur la santé et apporter des motivations au mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'on a tellement, autant de difficultés à choisir, à faire des choix éclairés, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à abandonner le tabac, on a beaucoup de mal à se lancer dans des activités physiques, on a beaucoup de mal à commencer à avoir une alimentation saine, on a même beaucoup de mal à prendre ses médicaments normalement. Donc ceci pour donner du sens au fait que les malades que vous voyez ont autant de mal à suivre les recommandations nécessaires absolument que nécessite leur maladie. Alors ceci pour la dépression, on voit ce qu'elle peut faire au niveau donc physiopathologique, au niveau psychopathologique. Également, il y a aussi au niveau psychopathologique, et la dépression, c'est ce qu'elle fait, mais la maladie cardiovasculaire elle-même, la maladie cardiaque elle-même, elle agit sur la dépression, donc dans l'autre sens, la flèche va dans l'autre sens, et elle provoque une dépression où elle aggrave. Pourquoi? Parce que la personne est confrontée à quelque chose à quoi elle n'est pas habituée, et qu'elle ne pensait même pas qu'elle allait le vivre un jour, et elle va se rendre compte que dorénavant, les choses ne seront plus les mêmes, les buts de leur vie seront perturbés et ils seront confrontés, ils seront confrontés à eux-mêmes pendant longtemps, en particulier pendant des hospitalisations qui peuvent durer longtemps. Ils sont confrontés à leur fragilité. Donc, tout le système dans lequel ils étaient, qui les amenait à ne pas avoir conscience de leur vulnérabilité, ils sont remis en question avec les conséquences que cela peut avoir sur eux. Donc voilà un petit peu en quoi est-ce qu'il y a des interactions donc, entre la maladie cardiovasculaire et le syndrome dépressif en lui-même. Donc ça veut dire que les cardiologues voient forcément des déprimés et quand ils les voient, ils doivent entendre la symptomatologie dépressive et proposer des traitements. Et quels sont alors ces traitements pour les syndromes dépressifs? Les traitements, d'abord, il faut choisir l'antidépresseur. Les antidépresseurs, c'est comme tous les autres médicaments, il faut connaître les contre-indications, les comorbidités somatiques, les interactions médicamenteuses, le profil indésirable attendu de l'antidépresseur, on sait s'il fait grossir ou pas, par exemple, des effets métaboliques en particulier. Et on va choisir un antidépresseur. Il y a une famille de médicaments qu'il ne faut surtout pas choisir du fait de leur impact cardiologique. Ce sont les tricycliques, mais bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui touche à la sérotonine est le bienvenu. Il y a les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, comme les citalopram, la fluoxétine, paroxétine, sertraline. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la venlafaxine ou la duloxétine. Donc les médicaments, on les connaît, on connaît leur posologie, on se connaît leurs effets secondaires éventuels, et donc on se lance dans la prescription et on fait attention aux effets secondaires possibles. En particulier, le plus grave, c'est le comportement suicidaire. On a tous étudié la fameuse queue de la mélancolie qui arrive en général au bout de 2 semaines quand l'inhibition physique est partie et que reste la douleur morale qui va faire qu'on va pouvoir passer à l'acte. Il faut chercher s'il y a des facteurs majorant le risque suicidaire, comme des conflits interpersonnels, l'alcool, etc. Il faut faire attention à l'existence parfois avec certains antidépresseurs d'agitation ou d'effets indésirables somatiques.
sans plus, hein, j'oserais dire. Alors, quand on lance le traitement, le traitement doit durer le temps nécessaire. Le temps nécessaire, c'est plusieurs semaines. Et ce qui est important, c'est que on se pose toujours la question quand est-ce qu'il faut arrêter. Alors la règle, les recommandations internationales demandent à ce qu'on garde le traitement pendant 6 mois à 1 an après la rémission, parce qu'il y a les risques, quand on a fait une dépression, on peut en refaire une autre. Et quand on baisse le traitement, ce n'est pas vrai pour tous les médicaments de la même manière, mais quand on baisse le traitement, il faut l'arrêter progressivement et le reprendre si besoin est. Et reprendre si besoin est. Il est important donc toujours de donner les effets secondaires possibles aux patients et le rassurer sur le fait qu'elles ne sont que temporaires, qu'ils ne sont que temporaires ces effets secondaires, et toujours penser à réajuster la posologie si nécessaire. Donc voilà, on a entre les mains des produits qui peuvent agir. Le problème, on y arrive, c'est que est-ce que c'est suffisant? Alors justement, en psychiatrie, on travaille, n'est-ce pas, avec la pharmacopée que l'on connaît, les psychotropes, et également avec les psychothérapies. Et les psychothérapies, il faut les connaître, elles sont de 2 types. Il y a les psychothérapies qui sont dites structurées, ce sont les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, les psychothérapies psychodynamiques, d'inspiration analytique. Il y a toutes les autres, l'interpersonnel, l'hypnothérapie. Enfin, il y en a quelques centaines, mais les plus importantes, ce sont celles que je viens de citer ici. Alors, dans les psychothérapies dites structurées, comment est-ce qu'on choisit? C'est une psychothérapie structurée en fonction de l'évaluation qu'on a fait de l'état psychique du patient et on voit un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne le patient, quelles sont ses préférences en matière de travail, quelle est l'importance des difficultés que vit le patient dans sa vie de tous les jours. On essaye de s'enquérir également de est-ce qu'il a déjà eu ou fait un travail psychothérapique, est-ce qu'il a été bon pour lui ou pas. On essaye aussi de voir si nous-mêmes, si le thérapeute est capable d'aller dans ce sens-là, est-ce qu'il a la compétence pour, parce que ce sont des choses que l'on apprend. Et enfin, on voit est-ce que le patient peut payer pour ça. Le coût est également un élément dont il faut tenir compte. Donc, 2 types de psychothérapie, donc structurées, que l'on connaît. Structurées, ça veut dire qu'elles ont une base théorique qui est souvent béton et qui est importante, alors que la psychothérapie dite de soutien, elle est donc non structurée parce que justement, il n'y a pas de base théorique importante qui puisse permettre de faire chez des personnes différentes la même chose. Alors, la psychothérapie de soutien, c'est quoi? On essaye d'avoir une écoute active avec le patient, on est empathique avec lui, on essaye de l'aider à y voir plus clair en lui, à y voir plus clair dans son histoire, on essaye de l'aider à résoudre ses difficultés, on essaye de l'amener à reprendre ses activités petit à petit, on essaye aussi, on tient compte nécessairement de l'alliance thérapeutique, il faut garder une relation avec le patient de très bonne qualité, et il faut faire participer l'entourage. Donc, c'est vraiment du soutien au vrai sens du mot et permettre à ce qu'il y ait des aménagements dans son travail si besoin. Donc, on est là, on l'aide, on le soutient, on lui donne la bonne parole, la bonne écoute, et on l'aide à résoudre ses propres difficultés. Donc voilà, le traitement, on le connaît, le traitement, on sait sur quelle base est-ce qu'on le fait. Chimiothérapie ou pharmacothérapie et psychothérapie structurée ou non structurée. Donc, on a vu ce qu'était la maladie, on a vu le lien entre le cœur et la maladie dépressive. Alors, voilà, alors que retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Que retenir? Alors, la première grande question qui se pose, n'est-ce pas, à tout le monde, en particulier donc aux cardiologues qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, la dépression, est-ce que c'est une maladie du cerveau? Grande question. Grande question. Est-ce que les approches biologiques de la dépression, vous avez vu combien c'est passionnant, combien c'est intéressant de voir ce qui peut se passer au niveau du cerveau. Le cerveau, on a tous un attrait extraordinaire pour cette machine fantastique, et donc on a très envie d'aller dans ce sens. Le problème, c'est que si on va dans le sens de cette biologie du cerveau, cette plasticité, entre autres, si on va dans ce sens, cela va avoir comme conséquence directe de conduire tous les médecins, même les psychiatres, à préférer une causalité génétique ou biochimique. Et pourtant, est-ce que ça peut n'être que ça? Est-ce que c'est possible d'envisager les choses que de cette manière, la causalité génétique et biochimique, alors que c'est une maladie qui est aux causalités multiples et qui traduit la complexité propre à la vie psychique? Bien sûr, évidemment.
si on exclut la maladie mentale, si on la localise dans le cerveau, que dans simplement un dysfonctionnement de la synapse, c'est le rêve scientiste par excellence et auquel on a tellement tendance à succomber, c'est tellement beau, c'est tellement agréable de le voir sous cet angle. Le problème, c'est que si on explique des comportements et des émotions selon le modèle, de simple interaction chimique entre deux corps inertes, à mon sens, cela relève du non-sens le plus total. Cela relève même, en ce qui me concerne, dès lors, cela relève du non-sens le plus absolu, dès lors que l'on a affaire à l'humain qui a un appareil psychique dont le fonctionnement ne peut en aucune façon, en aucune manière être expliqué par de simples fonctionnements neuronaux. C'est telle est en tout cas ma conviction. Alors, et le cardiologue là-dedans, est-ce qu'il doit vraiment soigner, doit-il soigner son sans R, son déprimé? Les comorbidités, on l'a vu tout à l'heure, sont parmi les éléments importants qui peuvent participer à la sévérité d'un épisode dépressif ou même l'induire. Et la présence de cette association, on l'a vu, est un facteur d'aggravation mutuelle et elle est malheureusement jusqu'à maintenant, elle est sous-évaluée, aussi bien parmi les déprimés chez qui la plainte cardiovasculaire, on lui attribue pas suffisamment, et autant que aussi bien que parmi les malades cardiovasculaires chez qui la tristesse, elle va pouvoir être complètement banalisée. Alors, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que le cardiologue a beaucoup de mal à lire ces éléments dépressifs? Pourquoi est-ce que c'est parce que le trouble psychiatrique qui fait peur, autant aux patients qui n'en parlent pas qu'au cardiologue qui ne l'entend pas? Est-ce que c'est parce que le cardiologue n'a pas encore suffisamment la preuve que soigner la dépression de ces malades peut améliorer leur pronostic? On se pose la question et pourtant la réalité elle est là. Il est avéré qu'un traitement psychotrope adapté associé à une psychothérapie à laquelle aura été formé le cardiologue, ou bien si le cardiologue travaille en collaboration avec un psychologue ou un psychiatre, on sait très bien, c'est démontré clairement actuellement, elle est hautement bénéfique pour les malades cardiaques. Alors, le cardiologue, est-ce qu'il peut ou pas soigner une dépression? Il faut, à mon sens, surtout qu'il donne à la dépression toute sa place à la prise en charge de ces malades et qu'il lui apporte nécessairement les soins qu'il faut. Alors, que conclure de tout cela? Que conclure, c'est que la dépression, c'est une maladie psychique qui s'exprime sous des visages multiples et divers, et le cardiologue est souvent confronté à des dépressions dans sa pratique, mais il leur accorde le plus souvent pas l'importance qui lui est due, malheureusement. C'est en train de changer, pour preuve, je suis là avec vous. Alors, la dépression, on l'a vu tout à l'heure, elle aggrave le pronostic des maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires elles-mêmes, elles compromettent l'évolution positive des dépressions. Donc, le cardiologue, il n'a pas d'autre choix, si je puis dire, que de lui accorder toute sa place, à la prise en charge de la dépression, ce qui est salutaire pour son malade. Et il est bien évident qu'il peut tout à fait initier un traitement antidépresseur adapté. Et il se doit, j'oserais même dire, il est important qu'il le fasse, de lancer un traitement antidépresseur si de besoin. Sauf qu'il doit avoir en tête que le traitement chimique n'est qu'un élément du soin. Le traitement chimique n'est qu'un élément du soin et il n'a de sens et ne peut être efficace que s'il s'inscrit dans une prise en charge globale du patient et qu'il ne doit surtout pas omettre la prise en charge psychothérapique. Le traitement chimique n'a pas de sens. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens reçoivent un traitement à l'extérieur chez des non-spécialistes, un même traitement antidépresseur, et qui ne leur fait rien. Et quand ils voient le psychiatre ou le thérapeute, le traitement commence à devenir efficace. Ça n'a rien de magique, c'est expliqué simplement parce que c'est un élément du soin. Ce qui se passe dans la relation entre le médecin et son patient constitue l'autre côté extrêmement important. Et donc, en effet, donc, le soin des troubles psychiques, mesdames et messieurs, ne s'adresse pas à un cerveau malade. Il s'adresse véritablement à une personne qui est en souffrance et qu'il ne faut surtout pas prendre en charge que comme une machine qui dysfonctionne au niveau du cerveau, mais qu'il faut prendre en charge dans sa globalité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra apporter la vraie aide, l'aide nécessaire à ces patients. Et c'est que comme ça qu'on pourra passer de l'état de taciturne, quand on est taciturne, pas bien, et qu'on pourra retrouver le sourire et que nous, professionnels, on pourra avoir la grande satisfaction d'avoir aidé à quelqu'un à sortir d'une impasse et d'une douleur qui est la plus insupportable qui puisse exister. Je vous remercie infiniment pour votre attention.